Masechet Moed Katan, Daf Zayin, on va commencer par Vav Amoud Bet, en bas. Tzadin et Aishot, Ve'et Achbarim, Misede Ha'ilan, ou Misede Ha'lavan, Kedarko, Bamoed, ou Basheverit. Hachamim Omrim, Misede Ha'ilan, Kedarko, ou Misede Ha'lavan, Shelo Kedarko. ומקרין את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו. Cette Mishnah également va nous enseigner quels sont les travaux qui sont permis pendant Chol HaMoed, malgré l'interdiction générale de travailler à Chol HaMoed, mais il y a des exceptions, entre autres, Davar HaAved. C'est quoi Davar HaAved? Pour éviter une perte. Vous vous rappelez, au début de la Masechet, on avait parlé de l'arrosage d'un champ qui est Betashlahim, déshydraté. Il a besoin d'eau, comme un champ qui se situe au sommet d'une montagne ou sur le flanc de la montagne. C'est un champ qui a besoin d'eau. C'est pour ça qu'on a le droit de l'arroser pendant la moed, pour pas que les plantes et la végétation ne meurent. Eh bien, dans le même ordre d'idées, on est toujours en train de parler de travail qui sera autorisé pendant Chol HaMoed en vue de protéger et préserver le champ. Tzadin et Aishot, et Achbarim, Misede Ha'ilan, ou Misede Ha'lavan, Kedarko. Bamoed ou Bashevirit. On a le droit de capturer des taupes. La taupe, c'est un animal qui est toujours sous la terre, comme ce sont des rongeurs qui se trouvent dans des tanières sous la terre, et ils vont sous les arbres, et ils vont ronger là-bas, ils vont ronger les racines et retirer la terre qui se trouve là-bas, et l'arbre peut tomber. Alors on peut avoir des ishotes qui se trouvent soit dans un champ d'arbres fruitiers, un verger, soit dans un champ de céréales, Sadeh Ha'lavan. On a le droit de capturer ces ishotes. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de mal à l'agriculture. Ils détruisent les arbres. Comment? Eh bien, quand ils vont remuer la terre et la vider sous l'arbre et ronger les racines, l'arbre va tomber. Vous imaginez un arbre, combien d'années il lui a fallu pour enfin donner ses fruits, pour grandir, pousser. Et là maintenant, ces taupes, ces ishotes arrivent et elles ravagent. Elles ravagent tout. Quand on les capture, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, justement, après on les tue, on les jette ou on les envoie ailleurs. On les tue, normalement, on n'a pas le droit de tuer des animaux comme ça. Il faut les garder, les mettre autre part, mais on n'a pas le droit de les tuer. On peut faire avec ce qu'on veut. Le principal, c'est de s'en débarrasser. Ah oui. Le principal, c'est de s'en débarrasser. Puisqu'on est Chol HaMoed, on nous permet le travail de la capture. Est-ce que Shabbat, on a le droit de capturer? Non. Est-ce que Yom Tov, on a le droit de capturer? C'est considéré comme une chasse, alors. Une chasse, En Tzadin, on n'a pas le droit de faire Tzeda, n'est-ce pas? Alors, étant donné que la capture, la chasse, est une action interdite pendant Shabbat et Yom Tov, normalement à Chol HaMoed, on devrait interdire, et c'est vrai que c'est interdit, sauf pour éviter une perte pour la végétation, pour empêcher ces ishotes de détruire mes arbres et de détruire mon champ de céréales. Tzadin et Aishot, vet Achbarim, également les Achbarim, c'est les souris, qui sont aussi des rongeurs, Misadeh Ha'ilan ou Misadeh Ha'lavan. De Sadeh Ha'ilan, d'un verger, ou Misadeh Ha'lavan et d'un champ de céréales. Pourquoi le champ de céréales s'appelle Sadeh Ha'lavan? Parce que quand on se tient devant le champ, on voit tout blanc. Kedarko, Bamoed ou Bashevirit. C'est quoi Kedarko? Kedarko, ça veut dire de manière habituelle. Kedarko. Bamoed
ou Bashevi'it, que ce soit pendant la fête ou que ce soit pendant la Shemitah. Pourquoi? Parce que ils sont mafsidim. Mafsidim, ils abîment. Et pour éviter ce ravage-là, on a le droit. Rachid dit Kedarko, she'en tsarich leshanot batseda. On n'a pas besoin de capturer avec shinouille. Car vous savez que quand on fait une melacha, même pendant Shabbat, si on fait une melacha de manière inhabituelle, alors on descend d'un cran. On passe d'un Issour de Oraïta à Issour de Rabanan. Car toutes les melachot d'où on les apprend, du Mishkan, c'est de là-bas qu'on apprend ce qui est interdit. Mais dans le Mishkan, tout ce qu'on faisait, on le faisait avec minutie. C'est-à-dire, on le faisait avec perfection. On ne faisait pas des travaux à la va-vite et à tour de bras. On faisait les travaux avec beaucoup de précision, normalement. Mais quand on fait le travail de manière inhabituelle, de manière étrange, bizarre, ce qu'on appelle béchinouille, ce n'est pas la mélacha interdite par la Torah. C'est assour que midera banane. Alors on nous dit ici que, étant donné que c'est pour éviter une perte, on autorise de faire le travail de la capture, de la chasse, des taupes, des ishot et des arbarim. Normalement, on n'a pas besoin de faire cela béchinouille. On peut le faire kedarko, comme il a l'habitude de capturer. Pas besoin de faire un chinouille. On verra après qu'est-ce que ça veut dire capturer et chasser les rongeurs de manière étrange, de manière inhabituelle. On verra qu'est-ce que c'est que piéger ces bêtes de manière classique et qu'est-ce que c'est que piéger de manière atypique. En tout cas, que ce soit à Chol HaMoed ou que ce soit même pendant la Shemitah, c'est permis de capturer ces bêtes. Et pourquoi c'est un chidouche? En quoi c'est un chidouche? Pendant la Shemitah, bof, capturer des bêtes. Pourquoi est-ce que j'aurais pu croire que c'est interdit de capturer ces bêtes pendant la Shemitah? Bravo. Rachidi, afal gab de metaken asade. Bashevi'it, bien que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de retirer d'ici les ravageurs, les rongeurs ravageurs qui sont en train de manger la récolte, de détruire la récolte, de détruire les arbres. Eh bien, quand il va les capturer indirectement, c'est préserver sa végétation. Et de ce fait, on aurait pu assimiler cela à un travail agricole qui est interdit pendant la Shemitah. C'est ça le Hidouche, qu'on n'interdit pas. On ne dit pas que c'est une action agricole. Empêcher l'agresseur d'agir, ce n'est pas un travail agricole. Oui, mais en tout cas, il fallait le dire. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Voilà donc comment Tanakama nous dit Tzadin et Aishot bet Arbarim, Misade Ailan ou Misade Alavan Kedarko, Bamoed ou Basheviait. Vachachamim Omriim, Misade Ailan Kedarko, ou Misade Alavan, Shelo Kedarko. Hachamim disent non, on n'est pas d'accord. Nous, on pense que ça dépend. Est-ce qu'il s'agit de Sadeh Ha'ilan ou de Sadeh Alavan? Est-ce que c'est un champ de céréales qu'on appelle Sadeh Alavan ou bien est-ce que c'est un verger, un champ d'arbres fruitiers? Quelle est la différence? La différence, c'est que la taupe, lorsqu'elle va maintenant ronger l'arbre, c'est-à-dire enlever toute la terre qu'il y a sous l'arbre et le faire tomber, ou ronger ses racines, ronger les racines de l'arbre, ça va détruire un arbre. Vous savez combien ça coûte un arbre
qui est porteur de cette capacité de donner des fruits tous les ans, c'est énorme. Alors que si elle va ronger quelques épis de blé, ce n'est pas une faillite. Donc c'est pas un grand davara aved, c'est pas un grand hefsed. Étant donné que la perte dans un champ de céréales n'est pas grandiose, n'est pas importante, alors on ne va pas permettre de capturer ces rongeurs de manière classique. On va permettre, mais avec shinouille, chez Loke Darko. Dans un sadé à Lavan, il va piéger, il va les capturer, les chasser, mais pas de manière classique, de manière inhabituelle, pour descendre d'un cran. Comme j'ai dit, quand on fait une action de travail interdite pendant Shabbat, ou pendant Yom Tov, ou pendant Chol HaMoed, on descend d'un cran. Du Issour Torah, on descend au Issour des Rabbanan, à un niveau de Issour rabbinique. Et comme ça, on réduit la gravité de l'interdiction. Donc ça, c'est ce que disent Hachamim. Dans Sadé Alavan, c'est Shelo Kedarko. Par contre, ils sont d'accord avec Tanakama pour dire que mais Sadé Ha'ilan, c'est permis Kedarko. On peut capturer normalement parce que le Hefsed, étant donné qu'il y a un grand Hefsed, une grande perte d'argent, si les taupes détruisent l'arbre, c'est la raison pour laquelle on a le droit absolument, Mishum Davar Aved, de capturer ces Ishot. Deuxième partie de la Mishnah. Umekarin et apirtza b'moed. Ubashevi'it boné kedarko. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai besoin de clôturer un champ, j'ai un champ où il y a des fruits, est-ce que j'ai le droit de clôturer pendant Chol HaMoed? Parce qu'en clôturant, ça me permettra de préserver la végétation d'Avara Aved, pour éviter une perte, pour pas que les gens rentrent dans le champ et ils prennent et ils fassent ce qu'ils veulent. Est-ce que j'ai le droit de clôturer? Réponse, non. Clôturer, tu devais le faire avant la fête. Clôturer, tu peux le faire après la fête. Ou bien, tu aurais dû le faire avant la fête. Tu as attendu la fête pour le faire. Pourquoi? C'était une surprise. Ça, c'est assourd. Par contre, il a le droit de réparer la clôture qui s'est abîmée pendant la fête. Ou mekarim et apirtza b'moed. Étant donné que ça, c'est pas quelque chose qu'il pouvait faire avant la fête, puisque c'était imprévu et imprévisible. Alors, maintenant que c'est dangereux, que les gens pénètrent le champ, c'est la raison pour laquelle on a le droit de réparer le mur. La clôture, on a le droit de la réparer pour empêcher des intrus indésirables d'entrer, de pénétrer le champ. Ça, c'est permis. Mekarin et apirtza b'moed. C'est quoi Mekarin? Ça vient du mot kir. On aurait pu croire Mekarin, c'est la tikra, le toit. Amekare b'maim aliotav. Mais non, ici, Mekarin, c'est Milachon kir, kotel. Le kir. Eh bien, on a le droit de réparer le mur, mais pas de le construire. Car construire, tu aurais pu le faire avant la fête. Mais réparer, tu ne pouvais pas avant la fête, puisque c'est arrivé quand l'incident, la brèche, elle a eu lieu, l'effondrement a eu lieu pendant la fête. Alors, tu as le droit de réparer. Par contre, pendant la Shemitah, tu as le droit de construire des murs tout autour du champ agricole. Comment ça se fait que tu as le droit de clôturer? Mais pourtant, c'est au profit de l'agriculture pendant la Shemitah. La réponse, ce n'est pas direct. Ça veut dire que tu empêches la perte. Ce que la Torah nous interdit, c'est de faire des actions qui stimulent la pousse des plantes. Ça veut dire tout cela, c'est direct. C'est profiter directement ou stimuler directement la pousse des plantes. Mais là, c'est pas direct. Là, c'est que j'empêche l'agression. Les fruits sont là. Tout autour des fruits, je mets une barrière, je mets une clôture. Comme ça, les gens ne peuvent pas pénétrer le champ.
c'est permis pendant la Shemitah. La Gemara maintenant va se demander c'est quoi cette bête-là? Maï Ishot. Amar Rabbi Yehuda Birya Shenla Enaim. C'est une bête qui est aveugle, qui ne voit pas, et sous la terre, cette taupe, elle creuse sous la terre. Elle s'appelle en hébreu Tinshamet. Elle creuse. Amar Rava bar Ishmael ve'etema Rabbi Yemar bar Shlamni Maïkra. Où est-ce que nous voyons dans le pasouk que cette bête-là, elle ne voit pas? Réponse, il y a un pasouk dans Tehilim qui dit Kemo Shabloul Temes Yahaloch. Shabloul, c'est comme un escargot ou une limace. Temes Yahaloch. Quand l'escargot sort de sa coquille, l'escargot sort de sa coquille, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de glu. Il y a toutes sortes de liquides gluants. Le liquide gluant qui accompagne l'escargot, vous voyez, il marche et il y a du liquide. Il marche et il y a du liquide. Et en fait, finalement, c'est quoi ces liquides? C'est une partie de son corps. Et à la fin, l'escargot, il va disparaître parce qu'il va fondre. Il va fondre jusqu'à disparaître. Ouais. Alors, Shabloul Temes Yahaloch. Kemo Shabloul, comme un escargot. Temes Yahaloch, il y a de la tmissa, il y a du liquide gluant qui coule de lui quand il marche jusqu'à ce qu'il soit names complètement. Comme ça dit Rashi. Dirtiv Kemo Shabloul Temes Yahaloch. Shabloul shekorim limas. Temes Yahaloch. Klomar. Ksheyotse chutz minartiko. Quand il sort de sa coquille. Rirot noflot mimenu. Il y a des liquides gluants qui coulent de lui. Ad sheuni moach umet. Jusqu'à ce qu'il fonde et qu'il meure. Temes kemo venamas. Qui veut dire fondre. Nefel Eshet Balhazu Shamesh. Ainsi, le Eshet, c'est quoi Eshet? C'est la Ishot. C'est la taupe. Nafal, Pitom il tombe par terre et il meurt. Pourquoi? Balhazu Shamesh. Parce qu'ils ne peuvent pas voir le soleil. Ça veut dire qu'ils ne voient rien. David Ameler, en fait, au travers de ce pasouk, il maudissait les Réchaïm en disant que comme l'escargot qui disparaît et comme le Ishot qui tombe dans un endroit éclairé et qui ne peut plus se débrouiller, eh bien, il n'est pas sous la terre. Ainsi, les Réchaïm disparaîtront sans laisser de traces. Tanu Rabbanan, Tzaddin et Ishot vet Arbarim, Misade à Lavan ou Misade à Ilan Kedarko. Pendant Chol HaMoed, on a le droit de capturer des taupes et des souris, Misade Halavan ou Misade Ha'ilan Kedarko. Que ce soit d'un champ de céréales ou d'un verger, on a le droit de capturer ces bêtes normalement, tous ces rongeurs. Ou Maharivin Horen Emalim. Et on a le droit de détruire des fourmilières. Ketzad Maharivin, comment est-ce qu'on détruit une fourmilière? Rabban Shimon Gamliel Omer, Mevi Afar Mehorze, Venoten le Horze, Vehem Honkim Zeedze. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on apporte de la terre d'une autre fourmilière et on met dans cette fourmilière, et de la terre de cette fourmilière et on met dans l'autre fourmilière. Et certains disent que carrément, c'est pas que de la terre, comme dit Rashi, c'est même avec des fourmis elles-mêmes. On prend une partie de cette terre avec des fourmis et on met dans l'autre. Et vice-versa. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'entretuer. Pourquoi? Étant donné que elles vont voir que c'est des étrangères, des fourmis étrangères qui ont osé empiéter dans notre domaine,
eh bien, elles vont commencer à se battre entre elles vont s'étrangler mutuellement, et c'est comme ça que le bonhomme va se débarrasser des fourmis. Aujourd'hui, ça se passe autrement. Ils mettent des gels, un gel de poison qui est un appât, et lorsque la fourmi vient et qu'elle prend de ce gel-là, elle va ensuite retourner dans sa fourmilière, elle va contaminer l'ensemble des fourmis et elles vont toutes mourir. Ça, c'est le système aujourd'hui. Mais autrefois, c'était prendre d'une fourmilière à l'autre et c'est comme ça qu'elles vont s'entretuer. Eh bien, c'est permis de faire cette tirha pendant Chol HaMoed parce que les fourmis voleuses, bien qu'elles ne volent pas l'une l'autre, hein, vous savez, elles ne sont pas voleuses entre elles. Les fourmis, comme c'est écrit dans la Gemara, Hérouvine, que si la Torah n'était pas donnée, eh bien on aurait appris l'interdiction de voler des fourmis. Lorsqu'il y en a une qui a touché un grain, elle a mis ne serait-ce qu'un tout petit peu de sa bave, lorsque les autres vont flairer ce grain, elles vont voir que ça appartient à une autre fourmi, ils ne touchent pas. Elles peuvent passer par milliers à côté de ce grain, personne ne va le prendre. Les fourmis ne sont pas voleuses. Mais les fourmis, elles ne volent pas l'une de l'autre, mais elles volent le propriétaire du champ. Elles lui ont pris des kilos et des kilos dans leur fourmilière. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette perte d'argent? On a le droit, même pendant Chol HaMoed, de faire ces actions qui visent à se débarrasser des fourmis. Amar Rav Yemar bar Shelamia, Misheme de Abaye, Vehu de Kae bitre ivre de Nahara. Quand est-ce que, en effet, ça marche, cette histoire-là, que les fourmis, elles sont saisies de panique lorsqu'elles sentent l'odeur de la présence étrangère de terre et de fourmis qui arrivent comme immigrés, elles ne supportent pas les fourmis immigrantes. Toutes ces immigrés, qu'est-ce qu'elles font? Elles les tuent. Mais quand est-ce que, en effet, elles sont choquées par la présence des étrangères? C'est uniquement s'il n'y avait pas c'est uniquement s'il y avait un fleuve qui séparait une fourmilière de l'autre, qui séparait les fourmilières. Ça veut dire qu'il y a une fourmilière d'une rive du fleuve et une fourmilière de l'autre rive du fleuve. Là, en effet, elles considèrent que les autres, ce sont des immigrés étrangères. Elles les attaquent. Mais s'il n'y avait pas de fleuve qui les séparait, alors dans ce cas-là, ils disent « Ah, celles-là, ce sont des citoyennes qui ont la nationalité, la nôtre. Alors on peut les laisser ici, on peut les supporter. » Vehu deleka gishra. Et même s'il y avait un fleuve qui séparait, parfois, elles acceptent les étrangères de l'autre rive dans la mesure où il y avait un gesher. C'est quoi un gesher? Un pont. S'il y a un pont, alors, au travers du pont, il y a un trait d'union entre cette fourmilière et cette fourmilière, donc elles ne considèrent pas les autres comme étrangères et elles les acceptent, elles ne vont pas les tuer. Donc ça ne va pas marcher ton histoire. Tu veux créer la guerre mondiale entre les fourmis, il faut que ce soit vraiment deux fourmilières qui sont complètement déconnectées l'une de l'autre. Mais s'il y a un pont qui peut relier les deux rives, au travers du pont, de temps à autre, elles vont se rendre visite, elles vont se dire bonjour, et de ce fait, elles connaissent la terre de l'autre côté, elles ne sont pas choquées par la présence de nouvelles fourmis. Elles disent, celle-là aussi, c'est de notre famille, on peut les tolérer ici, elles ne vont pas leur faire la guerre. Vehu deleka gamla. Aussi, il ne faut pas qu'il y ait une passerelle. Ça veut dire un pont, comment on dit un pont en hébreu? Gesher. Comme on dit une passerelle en araméen, gamla. Et vehu deleka mitzra. Ou bien parfois même, il n'y a pas une passerelle, il y a un genre de passerelle. Vous savez comment c'est? C'est avec une corde au-dessus du fleuve, d'une rive à l'autre, et il y a juste un bâton, c'est-à-dire une baguette qui va d'un sol d'une rive à l'autre. Le bonhomme, il marche comme ça, un pied devant l'autre, mais il s'accroche avec la corde au-dessus. Ça veut dire qu'il a
la possibilité de traverser d'une rive à l'autre, mais il faut être acrobate, parce qu'il faut se tenir les mains avec la corde en haut et marcher un pied devant l'autre sur cette baguette. Pourquoi on a parlé des fourmis? Qui est-ce qui veut répondre à la question? Pourquoi on a parlé des fourmis? Hein? Bravo. Elles sont dévastatrices. Vous n'avez pas vécu dans la campagne alors? À la campagne, vous verrez là-bas toutes les fourmis qu'il y a et combien chacune d'elles prend de grains de blé. Elles font le va-et-vient. Le Midrash raconte qu'on a trouvé dans une tanière de fourmis shlosh me'ot kor, 300 kourim de blé. Ouais, elles travaillent sans arrêt. D'ailleurs, de qui on apprend le zèle de ne pas être paresseux? Eh bien, c'est de la fourmi. Comme on disait Shlomo HaMelech, Lech el nemala atzel re'e derachea ve'hakem. Va, fainéant, voir le travail de la fourmi qui ne s'arrête jamais. La Gemara dit Ad Kama, Ad Parsa. On a dit que s'il y avait un fleuve entre les deux, eh bien le fleuve fait qu'elles ne se reconnaissent pas. Mais c'est seulement s'il y avait une parsa. Combien c'est une parsa? 4 kilomètres. Mais s'il y a moins d'une parsa, s'il y a moins de 4 kilomètres d'écart entre une fourmilière et l'autre, alors même s'il y a un fleuve qui les sépare, elles se reconnaissent et elles ne vont pas s'entretuer. C'est comme ça que Rashi explique. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec ce pirouche. Regardez Rashi d'abord. Premier Rashi de la page. Ad kama meru hakim hanet rechore nemalim deki ikanahara benayhu beleka gishra de en makirim hane bechore de hane ad parsa. Et les cas parsa benayhu afalgav de ikanahara beleka ma'avar makirim hane bechore de hane. Mais s'il y a moins d'une parsa de distance entre une fourmilière et l'autre, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, en effet, s'il n'y a pas une distance, d'une parsa, elles se reconnaissent malgré tout, elles ne vont pas s'entretuer. Tosfot, premier Tosfot de la page. Ad kama, ad parsa. De en makirim ze'etze beyoter mi parsa. Afilu belo nahar. Tosfot dit le contraire. En makirim ze'etze beyoter mi parsa. Afilu belo nahar. Quand est-ce qu'on dit qu'on a besoin d'un nahar pour les séparer afin qu'elles se considèrent étrangères mutuellement? L'une considère l'autre étrangère. Et on a dit qu'il faut qu'il y ait un nahar entre les deux. Ce nahar, il est nécessaire seulement s'il y a moins d'une parsa entre une fourmilière et l'autre. Mais s'il y a plus d'une parsa d'écart entre les fourmilières, alors dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de nahar pour les séparer, elles ne se reconnaissent pas. Elles considèrent l'autre étrangère. Parce que la fourmilière de l'autre est trop lointaine. Quand est-ce qu'elle considère que l'autre, elle n'est pas étrangère? Lorsqu'il n'y a pas de fleuve. Mais quand est-ce qu'elle considère qu'elle n'est pas étrangère? Que si, entre une fourmilière et l'autre, il y a moins d'une parsa. Mais si entre une fourmilière et l'autre, il y a plus d'une parsa, alors même s'il n'y a pas de fleuve, elles se considèrent étrangères mutuellement. C'est comme ça que Tosfot explique. Comment? J'ai pas compris. Le fleuve de plus, il y en est un ou pas? Pourquoi ça change la donne avec la distance? S'il y a un fleuve, alors même s'il y a par exemple que 100 mètres d'écart entre une fourmilière et l'autre, le fleuve, il empêche une fourmi de sentir l'odeur familière. Pour cette fourmi, étant donné que la fourmi qui arrive de là-bas, ou la terre qui arrive de là-bas, c'est quelque chose de totalement différent, alors elles ne se reconnaissent pas, elles paniquent, elles commencent à s'entretuer dans leur état de panique. Mais s'il n'y a pas de fleuve, et elles sont proches, alors la terre, elle a la même odeur, elles sont familières avec cela, elles ne paniquent pas,
et elles ne rentrent pas en guerre les unes avec les autres. Comme on a dit, il y a deux pirouchim. Soit on apporte des fourmis d'ailleurs et elles s'entretuent, soit on apporte rien que de la terre d'ailleurs, comme ça Rachid dit. Rien que de la terre d'ailleurs, ça suffit pour qu'elles soient saisies de panique, qu'elles s'entretuent même dans la fourmilière. Parce qu'on dit, on n'est pas chez nous. Et elles commencent à fuir dans tous les sens, elles sont honkim, elles s'étouffent l'une l'autre. Vous avez compris que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quoi? C'est de la biologie ou quoi? Non, ça a un impact halachique. C'est pour te dire, est-ce que tu as le droit pendant Chol HaMoed de faire cette chose? Je te dis attention, cette chose-là, tu peux la faire que si ça a une utilité pour préserver ta végétation, parce que c'est Davara Aved, tes fourmis vont tout dévaster. Mais si tu fais des actions qui n'ont pas d'utilité, c'est assourd. Alors on te dit, fais ça et pas ça. Et quand est-ce que tu dois faire ça et comme si? Il faut que tu connaisses la science, la faune et la flore. La Gemara raconte qu'il y avait une fois un empereur romain qui aimait beaucoup Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, tu es un homme intelligent, amène-moi ici les sages d'Athènes, les philosophes grecs. Est-ce que tu es capable de les amener jusqu'ici? Eux, ils étaient connus pour être des gens féroces, mais en même temps très intelligents. Ils étaient d'une réputation mondiale pour leur science et leur force de caractère. Et l'empereur romain a voulu les soumettre. Et il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, on va voir si tu es capable de me les ramener ici à Rome. Figurez-vous que Rabbi Yoshua ben Hanania, avec sa chokhma incroyable, il a réussi à pénétrer la caverne où se trouvaient tous ces philosophes et il a réussi à débattre avec eux et les convaincre qu'il avait raison, mais il avait parié avec eux que s'il avait raison, alors qu'il fasse ceci et cela qui viennent avec lui. Mais Kitsour, il les a tous amenés dans un bateau et il les a ramenés jusqu'à Rome. Et quand il les a fait rentrer chez le roi, au palais royal à Rome, le roi voit des hommes, et comme ça, avec un moral très bas, sans aucune fierté, aucune véhémence telle qu'ils étaient connus et réputés, lui a dit, c'est pas les sages d'Athènes que tu m'as amenés. Pas du tout. Eux, ce sont des gens hautains, des gens qui ont de la fierté, des gens qui parlent toujours avec véhémence. Et là, regarde-moi ça, ils sont tous des petits toutous, raplapla. Qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il sort un sac, il sort de ce sac de la terre, et il répand dans la salle. Et du coup, ils se sont tous redressés, et du coup, il commence à parler avec fierté. Alors le roi lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, en fait, j'ai pris de la terre de chez eux. Comme ils sont venus jusqu'ici, ils sont dépaysés, alors ils ont perdu toute leur force, leur vigueur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené avec moi de la terre de Grèce, de la terre d'Athènes, et j'ai répandu ici. Ils ont flairé l'odeur de chez eux, et du coup, ils se sentent comme chez eux, et ils retrouvent maintenant leur vigueur, leur force. Alors même les fourmis. Bon, Rabbi Yehuda Omer misadeh ilan kedarko ou mesedeh halavan shelo kedarko. Rabbi Yehuda nous a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Yehuda Omer misadeh ilan kedarko ou misadeh halavan shelo kedarko. Dans la Mishnah, c'est pas écrit Rabbi Yehuda, c'est écrit Hachamim Omrim. Mais la Gemara nous dit qu'en effet, c'est qui ça? C'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Tano Rabanan, Ketzad Kedarko. Qu'est-ce qu'on appelle capturer de manière classique? Hofer Guma Vetoleba Metsuda. Ketzad. Il fait un trou et il met dedans, dans le trou, un filet avec un piège dedans.
c'est-à-dire qu'il met dedans des graines et toutes sortes de choses qui appâtent les rongeurs, ils vont sortir de leur trou, ils vont rentrer dans le filet, ils vont rentrer dans cet endroit pour aller manger des graines, et c'est là qu'ils vont se retrouver enfermés, ils ne pourront plus bouger de là. Là, ça s'appelle Kedarko. Ketzad shelo Kedarko. Mais qu'est-ce qu'on appelle capturer d'une manière inhabituelle? Noetz shipud umake bekordom umeradeh adama mitartea. Alors, il y a ici une mahloket entre Rashi et Rambam. Comment traduire cette phrase-là? Comment expliquer ça? Qu'est-ce qu'on appelle capturer des bêtes de manière inhabituelle? Alors Rashi dit Noetz shipud, regardez la quatrième ligne de Rashi. Bemakom shem etsui numerade adama umemarechotam. Il prend un pieu et il se met à taper sur la terre, là où se trouvent les taupes, il les écrase. Il écrase les taupes, il les tue en les écrasant avec la terre qu'il a comprimée avec le pieu. Ça, c'est une manière inhabituelle de capture de ces bêtes. Donc, il les chasse de manière inhabituelle. Ça, c'est Rashi. Mais Rambam dit que non. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec le pieu? Il va creuser un trou pour mettre dedans le piège. Exactement comme on avait dit avant. Comment est-ce qu'on piège les taupes et les souris? On creuse un trou dans la terre, on met dedans le piège, avec dedans des graines, et c'est comme ça qu'une fois qu'elles rentrent dans le piège, elles ne peuvent plus ressortir. Mais tu mets ça où? Dans la terre, dans un trou de la terre. Rambam dit que c'est par rapport à la fabrication du trou qu'il y a une différence entre Kedarko et Shelo Kedarko. Comment tu creuses un trou dans la terre? Tu prends une pelle et tu creuses. Une pioche et tu creuses. Ça s'appelle Kedarko. Mais creuser un trou avec un pieu en faisant comme ça, tu fais un trou là, pac, et ensuite tu retires le pieu, tu fais encore un trou à côté, tu retires le pieu, tu fais encore un trou à côté. Ça, c'est une manière totalement inhabituelle. Ça s'appelle faire une melacha béchinouille. Faire une melacha de manière atypique. Eh bien, c'est ça ce qu'on permet d'après Rabbi Yehuda. Car étant donné qu'à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler de manière classique, alors tu as le droit tout de même de préserver ton champ de tout agresseur, de ces rongeurs ravageurs, comme les taupes et les souris dessous la terre. Alors tu as le droit de les capturer, de les chasser, mais d'après Rabbi Yehuda, ça dépend. S'il s'agit de Sadé Ilan, d'un verger, alors là les taupes, quand elles vont creuser sous l'arbre et ronger les racines, l'arbre va tomber. C'est une perte d'argent importante, considérable, parce que pour obtenir un arbre, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'années. Alors là, je permets de creuser normalement pour capturer ces rongeurs pendant Chol HaMoed. Mais si il s'agit de Sadé Alavan, un champ de céréales, combien la taupe va te manger? Allez, 2 épis, 3 épis. C'est pas une perte d'argent importante. Pour cela, je ne vais pas te permettre de creuser dans le sol et de mettre des pièges pour capturer les rongeurs de manière classique. Tu le feras de manière atypique. Et comment? Comme on a dit, au lieu de creuser normalement avec une pelle, tu prends un pieu et tu fais des trous dans la terre jusqu'à ce que tu obtiennes un trou et dedans tu mets le piège. Comme ça, quand les rongeurs vont passer par leur tanière et arriver ici pour aller manger les graines du piège, elles tomberont dans le piège. Ça, c'est d'après Rambam. Mais d'après Rashi, qu'est-ce qu'il fait avec le pieu? Il tape sur la terre dans l'endroit où il voit la circulation des taupes. Et ça veut dire qu'il sait que la taupe, elle est en dessous, et il comprime la terre dessus, et c'est comme ça qu'il écrase la taupe, pour qu'elle ne puisse plus bouger. Et ça, c'est, d'après Rashi, la manière étrange de se débarrasser de ces rongeurs pendant Chol HaMoed, pour ne pas les piéger naturellement avec des pièges pour les capturer normalement. Ok, ça s'appelle Béchinouille, faire une mélacha Béchinouille. Très bien.
Et Rabbi Yehuda Omer, Misedeh Ilan Kedarko, Misedeh Halavan, je relis, ou Misedeh Halavan Shelo Kedarko. Ça, on a déjà vu. Maintenant, je relis. Tanoura Banan, Ketzad Kedarko, Hofer Guma Vetoleba Metsuda. C'est quoi un piège classique, une chasse, une capture normale? Hofer Guma, il creuse un trou, Vetoleba Metsuda, et il suspend là-bas le piège. Ketzad Shelo Kedarko, comment est-ce qu'il capture de manière inhabituelle? Norez Chapoud ou Make Bekordom, il prend un chapoud, c'est quoi un chapoud? Un pieu. Makebe cordom, c'est quoi? Cordom, c'est un marteau. Et il tape, d'après Rashi, tac, 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 pour comprimer le sol. Ou d'après Rambam, pour faire un trou dans le sol et créer le trou. Umeradea adama mitarteha. Et c'est comme ça qu'il va, d'après Rashi, écraser la terre qui est sur les taupes. Et d'après Rambam, faire un trou. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Keshe Amrou, Misede Lavan, Shelo Kedarko, Lo Amrou, et la bis de Lavan, Asmucha La'ir. Aval bis de Lavan, Asmucha Lis de Ilan, Afilu Kedarko, Shema Yetzou, Misede Lavan, V'yahrivu et Ilanot. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, quand on nous a limité, on nous a dit que ça dépend. S'il s'agit d'un verger, tu as le droit de capturer normalement les ravageurs, les rongeurs, mais si c'est un sadé lavan, un champ de céréales, tu n'as le droit que béchinouille. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit cette interdiction de capturer normalement ces rongeurs pendant la Moed, c'est seulement si le sadé lavan, il est proche de la ville. Mais s'il est proche d'un verger, d'un sadé ilan, bien que pour l'instant, tu ne constates la présence de taupes. Ces taupes-là, elles ne sont que dans le sadé lavan, mais très vite elles vont arriver au sadé ilan. Si elles ont commencé déjà à habiter, à squatter le champ de céréales, elles ne vont pas se gêner. Elles vont continuer leur trajet et elles vont passer ensuite au sadé ilan. Et comme on a dit, le sadé ilan, c'est une perte considérable. Davar Aved, c'est beaucoup de Hefsed. Alors là, on permet de les capturer déjà dans le champ de céréales, normalement à Chol HaMoed, et c'est pas la peine de faire un chinouille. Parce que, bien que ce soit un sadé lavan, mais on sait pertinemment qu'elles vont arriver très vite au sadé ilan, et pour le sadé ilan, c'est une grosse perte. Umekarin est à Pirtsav HaMoed. Vous vous souvenez, on avait vu que si jamais il y a un mur, une clôture du champ, une barrière qui a été ébréchée, effondrée, on a le droit de la réparer pendant Chol HaMoed. Mais on n'a pas le droit de fabriquer initialement une clôture pendant Chol HaMoed. Parce que ça, on aurait pu le faire avant. Pourquoi tu attends Chol HaMoed pour le faire? Ça, c'est un sourd. C'est pas d'Avara Aved. Par contre, quelque chose qui est arrivé, qui est survenu pendant Chol HaMoed, c'était imprévisible. Alors, étant donné que le mur s'est effondré au milieu, maintenant, n'importe qui peut rentrer dans le champ. Alors là, c'est Davara Aved. Et pour Davara Aved, on a le droit de colmater la brèche. Et le mot Mekarin, on a dit, c'est du mot kir, kotel, un mur, un kir. Mekarin est à Pirtsa, bah Moed. On peut colmater la brèche pendant la fête. Ketzad Mekarin, comment est-ce qu'on répare? Rabbi Yosef Amar, Behutsav et Dafna. Rabbi Yosef a dit, tu ne vas pas me faire une vraie construction. Tu ne vas même pas mettre ici des parpaings. Tu vas juste prendre des roseaux et des palmes de palmiers, des roseaux, plutôt des branches de palmiers, et tu vas créer un genre de tissu, de natte, de branches, de roseaux avec Hotza Dafna, ce palmier et tout, et c'est comme ça que tu vas clôturer la brèche. Tu vas colmater la brèche. Après la fête, tu feras quelque chose de sérieux. Pour l'instant, tu fais quelque chose de léger. Mais dans la Braïta, on nous a dit, tu peux mieux faire. Tu n'es pas obligé de te suffire juste un truc de roseau, une natte de palmier. Non, tu peux carrément prendre des parpaings, tu mets ces briques l'une sur l'autre, mais tu ne mets pas de ciment.
tu mets pas d'argile entre elles. Ça veut dire que tu vas pas créer vraiment un vrai mur, tu vas juste colmater. Tsar bitzror ve'eno tahbatit. Amar Rav Hizda lo shanu ela kotel gina aval kotel hatzer bonnet kedarko. Quand est-ce qu'en effet on nous limite et on nous dit que tu peux mettre des parpaings, des briques les unes sur les autres, mais sans mortier, sans ciment, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une clôture de jardin, une clôture de potager. Mais s'il s'agit d'un hatzer, d'une cour habitée, là où on habite, là où on a toutes nos affaires, là où on est chez nous, dans notre intimité, s'il y a un mur qui s'est effondré, on a le droit de le construire normalement pendant Chol HaMoed, étant donné que la perte est considérable, le risque est grand. Là, on n'interdit pas de construire normalement. Je te dis, tu peux construire un vrai mur pendant Chol HaMoed, parce que c'est Davar Aved, c'est carrément son Hatzer, c'est chez lui. Pour la sécurité. Si des voleurs trouvent la porte ouverte, c'est la fête. L'imam Essayale, la Gemara, veut dire qu'a priori, Rav Hizda a raison. Qu'est-ce qu'a dit Rav Hizda? Il a dit que Lo shanu ela kotel gina val kotel hatzer bonnet kedarko. Il est en train de nous dire que la restriction n'a pas lieu d'être s'il s'agit d'un hatzer. C'est uniquement par rapport à Gina. La Gemara veut dire qu'il a absolument raison, puisqu'on trouve une braïta qui corrobore l'opinion de Rav Hizda. Rav Hizda, c'était un Émora. Et c'est très sympathique lorsqu'on trouve une braïta des Tanaïm à l'appui de son enseignement. L'imam Essayale, est-ce qu'il faut dire que la braïta suivante, c'est une preuve pour lui? Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Kotel agohel irshut arabim soter ou bonnet kedarko mi pene asakana. Si on voit un mur qui est branlant et qui maintenant carrément commence à pencher vers le Reshut Arabim. Un mur qui penche vers le Reshut Arabim. Alors là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de le raser et de le reconstruire. Soter ou bonnet kedarko. Mi pene asakana. À cause du danger. La Gemara dit, ça c'est une preuve, c'en est pas une du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce que tu compares l'histoire du danger avec l'histoire du... Hein? Ouais, Nachon. Bediouk. Alors donc ce n'est pas une preuve. La Gemara a réfuté la preuve. On ne peut pas amener une preuve de sakana par rapport à un problème économique. Sakanat nefashot et un problème économique, aucune commune mesure. Vika de Amré. Et il y a carrément une version qui va se servir de cette braïta pour objecter, pour adresser une objection à Ravuna. Regardez ça. Vika de Amré, Tashma, Kotel, Agohel, Irshut, Arabim, Soter ou bonnet kedarko mi pene asakana. Mi pene asakana in, shelo mi pene asakana lo, limati evet yuvta de Rav Hizda. C'est-à-dire, la Baraïta nous dit que pendant Chol HaMoed, on a le droit de raser le mur qui est en train de pencher vers le Reshut Arabim et de le reconstruire, mi pene asakana, à cause du danger. Alors la Gemara dit, de là tu peux déduire que si ce n'était pas pour une raison de danger, on n'a pas le droit de construire un mur. Alors comment Rav Hizda a dit que, juste pour une raison économique, on a le droit de construire le mur de son Hatzer pendant Chol HaMoed? Nachon? Pour pas que les voleurs rentrent dans la cour et qu'ils nous volent des choses importantes de la cour. Rav Hizda dit que c'est permis de construire un vrai mur avec du ciment pendant Chol HaMoed pour empêcher les voleurs de voler.
mais ce n'est pas un danger de mort. Or, tu vois de la Braïta que ce qu'on a permis de faire pendant Chol HaMoed, c'est-à-dire construire un mur, c'est uniquement lorsqu'il y a sakanat nefashot, un danger mortel, mais pas un danger économique. Alors c'est une kouchia sur Rav Chizda. Comment Rav Chizda le Hémora a autorisé de construire un mur pour une protection économique, alors que la Braïta nous a dit qu'on a le droit de construire uniquement pour une raison de hatzalat nefashot, mais pas pour préserver son argent. Question. Rav Chizda va répondre. Amar lecha Rav Chizda, hatam boné vesoter, acha boné velo soter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, je vais vous expliquer. Vous voulez savoir pourquoi? Ce n'est pas une question, parce que moi j'ai parlé rien que de bonnet. Et vous m'avez cité une braïta qui nous a dit qu'on a le droit d'être soter ou bonnet. Soter, c'est une melacha, détruire. Bonnet, c'est une melacha, construire. La braïta qui a dit mipnei asakana, que c'est permis que mipnei asakana, c'est qu'elle a permis de faire deux melachot. Raser le mur, soter, et bonnet, reconstruire. Ça, c'est permis. Par contre, moi, de quoi j'ai parlé? Quand j'ai dit qu'on a le droit de construire pour une raison économique, j'ai parlé que de bonnet. J'ai pas dit qu'on a le droit de détruire et reconstruire. J'ai dit qu'on a le droit de construire. Alors, il n'y a aucune question. Vous m'avez dit que c'est permis que s'il y a un danger. Non, s'il y a un danger, on a le droit de faire deux mélachot. Soter et bonnet. Mais quand il y a un problème économique, on a le droit de faire une mélacha. Bonnet. Donc, il n'y a pas de question. Pourquoi vous me réfutez comme ça? Vous voulez m'adresser une objection? Alors, la Gemara dit, Imken, atam nami l'histoire velo livne, excuse me. Mi pene à sakana, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on lui a permis de reconstruire? Si c'est mi pene à sakana, pourquoi est-ce qu'on permet deux melachot, soter et bonnet? Mais la sakana, c'est quoi? C'est que le mur tombe sur quelqu'un. Alors on devrait permettre pendant la moitié juste de détruire, de raser le mur. Comme ça, il n'y aura pas de sakana. Mais pourquoi lui a-t-on permis de reconstruire ce mur qu'il a rasé? Là, il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de raison de sakana. La Gemara dit Imken mimna velo soter. La Gemara dit si tu ne permets pas à cet homme de reconstruire, eh bien il ne va pas détruire. C'est-à-dire, il y a ici un mur dangereux qui penche vers le Réchout Arabim. Si Chas v'Shalom, quelqu'un passe par là et que ça tombe sur lui, chlet. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu as le droit pendant Chol HaMoed de raser le mur et de le reconstruire. La Gemara dit, mais si c'est mipnei à sakana, la sakana c'est seulement si le mur est là, branlant et qui risque de tomber. Là c'est vrai qu'il y a une sakana. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever la sakana? Tu le détruis, tu le rases. Mais pourquoi il a permis de reconstruire? Il n'y a pas de sakana si on ne reconstruit pas. Réponse, la Gemara donne ici une svara extraordinaire. Elle dit, si cet homme-là, tu ne lui permets pas la reconstruction, eh bien, il ne va pas faire la destruction. Il dit, attendez, vous imaginez un peu, là, si mon khatser ou mon champ vont être découverts, les voleurs, ils vont rentrer. Alors, moi, je vais pas retirer ma clôture, mon mur, je le laisse. Les gens ils disent, mais c'est fou, il y a les gens qui vont passer par là, ils risquent de recevoir le mur sur la tête. Il dit, moi, je m'en fiche, moi, ma sécurité économique, elle passe avant. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais quoi? Allez, démolis et reconstruis, on te permet. Comment ça se fait? C'est parce qu'on sait que si tu ne vas pas lui permettre ça, il ne va pas détruire. Et s'il ne va pas détruire, il va y avoir un danger mortel. Donc tout est pikuach nefesh. Même l'autorisation que tu lui donnes de reconstruire fait partie du pikuach nefesh, la sakana, pour éviter la sakana. Parce que si tu ne lui permets pas ça, il ne voudra pas détruire. Et si tu détruis, et s'il ne détruit pas, il y a une vraie sakana nefashot. Donc tout rentre dans le cadre de pikuach nefesh, même indirectement. Vous savez que c'est le... Parce que les gens ils
disent c'est dans 2 jours c'est terminé, ça va, il reste 2 jours. Donc voilà, ouais. Ouais. Ça, c'est la base d'un grand débat. Par exemple, appeler un docteur juif pendant Shabbat pour sauver une vie. Est-ce qu'on lui permettrait de reprendre la voiture pour rentrer chez lui? Pour venir, pour sauver une vie, ça, c'est sûr qu'il a le droit. Il a l'obligation même. Mais est-ce qu'on lui permettrait de rentrer chez lui maintenant? Non, c'est le même problème que celui-là. Si tu lui dis non, alors il va dire je me retrouvais ici jusqu'à la fin du Shabbat, loin de ma famille, et donc j'ai pas envie de souffrir. Alors à cause de ça, il ne viendra pas. Alors il y a une notion de hitiru sofam mishum tchilatam. On a permis la fin pour le début. On a autorisé qu'il fasse à la fin encore un chilul Shabbat, parce que s'il ne le fait pas, il risque de ne pas sauver de vie. Bon, mais quitte sur ça, je ne vous le dis pas, ne prenez pas ça comme argent comptant. Dès qu'il s'agit de halakha, c'est pas du dafayomi qu'il faut apprendre des halakhot, d'accord? Le dafayomi, c'est un débat, c'est pas des halakhot tranchés. Donc je vous dis simplement que c'est aussi une preuve par rapport à ce débat-là, pour ceux qui ont autorisé. Amar Ravashi matniti namidaika. La Gemara dit qu'a priori, on peut amener une preuve comme quoi Rav Chizda a raison, de dire que l'interdiction de reconstruire avec du ciment et du mortier un mur pendant Chol HaMoed, c'est uniquement par rapport à un jardin, une guina, c'est-à-dire un potager, un champ de légumes. Des katan, et puisqu'il est écrit dans la Mishnah, ou Bashevi'it Bone Kedarko, pendant l'année de la Shemitah, une clôture de champ comme une barrière qui s'est effondrée, on a le droit de la reconstruire pendant la Shemitah. Et pourtant, sa clôture, un champ agricole, a-t-on le droit de faire des travaux agricoles pendant la Shemitah? On a dit que c'est assourd normalement. Et pourtant, on a le droit de construire le mur. Et ici, on te dit on a le droit de construire le mur Kedarko. Pour quelle raison? La Gemara demande si on parle ici d'un mur, d'un hatzer, est-ce qu'on a besoin de nous le dire? Mais c'est évident que c'est permis de construire un mur pendant la Shemitah. Quoi, on n'a pas le droit de construire des maisons pendant l'année de la Shemitah? C'est sûr qu'on a le droit. C'est que l'agriculture qui est interdite. Donc construire un mur à côté d'un hatzer, d'une cour, c'est évident que c'est permis. Alors de quoi elle parle la Mishnah? Forcément, elle parle de guina. Et la lave des guina, elle parle forcément d'un potager. Bien que ça a l'air d'être une protection agricole, malgré tout, c'est permis, comme on a expliqué précédemment, que, étant donné que ce que la Torah nous interdit au niveau de l'agriculture, c'est lorsque c'est direct. C'est un acte qui vise à stimuler la pousse des plantes, comme semer, comme labourer la terre, comme élaguer, et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des actions qu'on fait directement au niveau des plantes. Mais lorsqu'on met, par exemple, une barrière pour empêcher l'intrusion d'intrus indésirables, lorsqu'on met comment on appelle ça, des pièges pour capturer les rongeurs, tout ça, c'est empêcher l'agression d'agresseurs extérieurs, eh bien, ça c'est permis. Parce que c'est empêcher le mal. C'est pas stimuler la pousse. C'est pas un travail agricole. Mettre une clôture autour des plantes, ce n'est pas un travail agricole. C'est empêcher celui qui va détruire l'agriculture. Empêcher l'accès à celui qui va venir détruire l'agriculture. Mais ce n'est pas l'agriculture elle-même. L'agriculture elle-même, c'est tout ce qui est le travail agricole, comme labourer, semer, élaguer, moissonner, ainsi de suite. Également, c'est que on a le droit, pendant la Shemitah, de faire des travaux qui visent la protection, c'est-à-dire que c'est pas pour faire évoluer le fruit,
c'est pour empêcher sa destruction. Et ça, on a déjà vu, que pendant la Shemitah, on a le droit de faire des travaux pour maintenir en existence ce qui existe déjà. Et maintenant, nouvelle Mishnah. Exactement. Rabbi Meir Omer, רואים את הנגעים, להקל אבל לא להחמיר. והחכמים אומרים, לא להקל ולא להחמיר. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va passer à un autre sujet. C'est celui de Chol HaMoed, mais plutôt par rapport à la Simcha de Chol HaMoed. Il est écrit dans la Torah, Vesamachta bechagecha vehaïta ar sameach. C'est une mitzvah de se réjouir pendant la fête, Chol HaMoed inclus. Et on ne doit pas faire des choses qui peuvent déclencher de la peine, du tsar. Un homme qui est lépreux, si le Kohen vient lui dire tu es pur, alors qu'est-ce qu'il a? Il se réjouit. Si quelqu'un vient d'avoir une tache de lèpre, quelqu'un de normal vient d'avoir une tache de lèpre, le Kohen vient et lui dit tu es impur. Qu'est-ce qu'il fait? Il attriste. Est-ce qu'on a le droit pendant Chol HaMoed d'appeler le Kohen pour statuer la tache de lèpre et dire tu es impur ou tu es pur? Est-ce que c'est permis? La Mishnah, ce propos nous dit comme ça. Rabbi Meir Omer, ro'im et hanegaim lehakel avalo leachmir. Le Kohen a le droit. Ça veut dire qu'on va appeler le Kohen lorsque quelqu'un est lépreux déjà. Et on a besoin du Kohen pour le purifier. Pour dire que ça y est, stop, c'est bon, ça a guéri, maintenant tu es libéré. Ou par exemple, on l'avait mis en suspens, ce qu'on appelle Hesger. On l'a enfermé pendant 7 jours et on lui a dit, on va voir. Pour l'instant, tu es en suspens. Ça s'appelle Metzora Mousgar. Après arrive le Kohen, il dit, ah c'est bon, Léakel, tu es libéré. Ça c'est permis pendant Chol HaMoed. Parce qu'au contraire, tu déclenches de la joie dans le cœur du Metzora. Mais Avalo Leachmir. Mais si quelqu'un a une tache de lèpre, tant que le Kohen n'a pas statué, il n'est pas encore considéré Metzora. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé, ce Metzora. Il ne faut pas appeler le Kohen pendant Chol HaMoed. Il ne faut pas l'appeler. Il ne faut pas lui montrer la tache de lèpre. Parce que si tu lui montres la tache de lèpre, il sera obligé de statuer. Et à ce moment-là, ce que ça va engendrer? Du tsar, de la peine. La Torah dit, V'samarta bechagecha. Chachamim omrim, lo lehakel velo leachmir. Et Chachamim disent, on n'appelle pas le Kohen pendant Chol HaMoed, ni lehakel et ni leachmir. Pourquoi? On verra après. Rashi. רואים את הנגעים להקל, כלומר רואה הכהן נגע צרעת במועד לטהר. Le Kohen il a le droit de purifier. לא להחמיר, שאם רואה הכהן שהוא טמא, אינו אומר כלום. שאם מטמאו נמצא מצערו במועד, ורחמנא אמר ושמחת בחגיך. Le Kohen n'a pas le droit pendant la fête de condamner des gens à la Toum'a de Tsara'at, puisque ça dépend de lui. Gemara. Tanya, Rabbi Meir Omer, ro'im et hanegaim lehakel, aval lo leachmir. Rabbi Yossi Omer, lo lehakel velo leachmir. Sheim ata nizkak lo lehakel, nizkak lo af leachmir. Dans cette baraïta, on retrouve ici deux opinions. L'une, c'est Rabbi Meir, qui dit exactement comme ce qu'il a dit dans la Mishnah. Tandis que Rabbi aussi, lui, également, il dit comme les Chachamim de la Mishnah. C'est qui les Chachamim de la Mishnah? C'est Rabbi aussi. Regardez ce que dit Rabbi aussi. Lo lehakel velo leachmir. She'im ata nizkak lo lehakel, nizkak lo af leachmir. Rashi explique. Klomar me'achar shero'eu hakohen, omer ben hu tameh ben hu tahor. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas montrer au Kohen. Il ne faut pas que le Kohen aille regarder Bichlal. Ne montre rien au Kohen.
Parce que le Kohen, il ne pourra pas se taire. Il n'aura pas le droit de se taire. Si tu viens lui montrer un Metzora Mousgar, maintenant, soit il peut dire Léakel, c'est bon, il n'y a pas eu d'expansion et extension de la tâche, il n'y a pas eu de poil noir, de poil blanc qui a poussé dedans, alors c'est bon, tu es tahor. Mais peut-être qu'au contraire, il y a eu extension de la tache de lèvre, ou il y a eu une pousse de poil blanc au milieu de la tache de lèvre, ou mihyad basar hay, la chair saine au milieu de la tache. Ce qu'on appelle simane tum'a. Eh bien, le Kohen, s'il va voir, il va être obligé de parler. C'est ça ce que dit Rabbi Yossi. Contrairement à Rabbi Meir qui dit, c'est bon, tu peux montrer au Kohen. Parce que le Kohen, s'il voit que il peut te purifier, il va dire tahor. Mais si il doit te condamner, eh bien, il ne dira rien, comme ça, il ne te condamne pas. Il a le droit de se taire. Il a le droit de se taire. On joue à l'autruche. Puisque la Torah a donné au Kohen le droit de statuer, ça veut dire que le statut de l'homme est en fonction de la déclaration du Kohen, Vera'ahu ha-Kohen. Alors, puisque ça dépend du Kohen, viens, on dit, monsieur Kohen, maintenant c'est la fête, oui. C'est Chol HaMoed, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire de la peine à cet homme pendant Chol HaMoed, alors que c'est écrit, Besamarta Bechagera? Alors, on lui dit, si tu peux le réjouir, très bien. Mais si c'est pour l'attrister, mieux vaut te taire, tais-toi. Rabbi Yossi dit, ne lui montre pas du tout au Kohen, ni pour purifier, ni pour impurifier. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il va venir, il va devoir statuer. Ce sera l'une des deux. C'est pas que uniquement purifier. Ça peut être aussi la deuxième hypothèse. S'il y a eu extension de la tache de lèpre, ce qu'on appelle pisayon, au se'ar lavan, au mihyad basar hay, eh bien, Rabbi Yossi te dit, le Kohen ne pourra pas s'abstenir. Il sera obligé de déclarer ce qu'est cet homme. Et s'il est tamé, il va devoir dire tamé. Et puisque c'est Chol HaMoed, ce n'est pas bon d'attrister quelqu'un pendant Chol HaMoed. C'est la raison pour laquelle dit Rabbi Yossi, ne montre rien au Kohen. Hachamim Ombrim, Rabbi Yossi Omer, lo leakel velo leachmir, shimata niskak lo leakel, niskak lo af leachmir. Il sera obligé de dire si Behemet c'est Hamour, il sera obligé de déclarer tamé. Amar Rabbi. Rabbi, c'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi. Il est arrivé après la période, après l'époque de Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Behemet, il a étudié la Torah chez Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi a étudié la Torah chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a aussi connu Rabbi Yossi, les 5 élèves de Rabbi Akiva. Alors Rabbeinu Akadosh, lui, il dit comme ça. Je donne raison à Rabbi Meir dans ce cas, et je donne raison à Rabbi Yossi dans l'autre cas. Nir'im li divrei Rabbi Meir bemusgar ve divrei Rabbi Yossi bemuhlat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que il existe plusieurs étapes dans l'évolution du Metzora. Au début, il est musgar. Ça veut dire que la Torah dit, cet homme qui a une tache de lèpre, le Kohen vient et il regarde. Ok? Tache de lèpre. On l'enferme pendant 7 jours. Soger. On vient après 7 jours. Si c'est resté pareil, alors on l'enferme encore 7 jours. Et après on voit. Si c'est resté pareil, on le libère. On dit qu'il est pur. C'est une maladie, c'est bon. C'est pas Metzora. Mais si il y a eu extension de la tâche, d'ailleurs déjà depuis la première fois, après les 7 jours d'enfermement, il y a eu extension de la tâche, ou une pousse de poil blanc, ou une apparition de chair saine au milieu de la tache de lèpre, Mihyad Basar Hay, eh bien tout cela c'est des simanim de Tum'a. Il va devoir statuer qu'il est tamé. Alors il nous dit Rabbi, Nir'in divrei Rabbi Meir, Bemusgar. Quand est-ce que, en effet, le Kohen, c'est bien qu'il vienne pendant Chol HaMoed pour regarder, examiner la tache de lèpre,
c'est uniquement si on parle d'un Kohen qui est Mousgar. Parce qu'à ce moment-là, au moins, les choses vont être claires. Ou il le libère, ou il le condamne. Venir in divrei Rabbi Yossi bemuhlat. Mais ce que dit Rabbi Yossi, il a raison. S'il s'agit d'un Metzora qui était déjà muhlat. Qu'est-ce que ça veut dire, un Metzora qui était déjà muhlat? Un Metzora qui était déjà condamné, qu'on avait déjà fixé son statut, comme quoi il était confiné. La Gemara va expliquer qu'est-ce que veut dire Rabbi Meir. Rabbi dit, je donne raison à Rabbi Meir pour un Metzora Mousgar, et je donne raison à Rabbi aussi pour un Metzora Muhlat. Pourquoi? La Gemara va donner une très belle explication. Amarava. Betahor kule alma la peligé de lo hazule. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, si un homme est tahor, il ne faut même pas le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'avoir une nouvelle apparition. Ce monsieur, il vient d'avoir une tache de lèpre, mais jusqu'à présent, il était tahor. Il ne faut surtout pas le montrer au Kohen. Joue à l'autruche. Pourquoi? Parce que tant que le Kohen n'a pas statué, il n'a pas déclaré cet homme impur, eh bien il est toujours pur. Et il vit la fête normalement. Besamarta bechagecha. Alors, Betahor kule alma la peligé de lo hazule. Be'ezger rishon de kule alma la peligé de hazele. Si on est après le Esger rishon, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, le Esger, première fois on l'enferme, première semaine on l'enferme, deuxième semaine on l'enferme. Regardez ça, nous dit Rashi, le dernier Rashi de la page. Be'ezger rishon, premier confinement. Chez Im et Taerle, mais ça m'est. Si il vient après une semaine et il le libère, il le réjouit. Mais il l'homme est Taerle, l'homme est amélé yoter midemerikara, et là, mais ça guerre pas amshnia. Et si il va lui dire, monsieur, tu es tamé, alors il ne va pas le rendre plus tamé, pardon, il ne va pas lui dire tamé. Il va lui dire, attends encore une semaine. De deux choses l'une. Soit il va le libérer, soit il va l'enfermer une semaine de plus. Alors, ok, il va le laisser dans la même situation dans laquelle il se trouvait. Il ne va pas être plus triste que ce qu'il était. Car il était de façon triste avant la fête. Parce qu'il était Metzora, il était Sagour. Alors maintenant, Cholamoued, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a maintenu dans l'état. Là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est le changer d'état. De la joie, le rendre triste. Mais là, de toute façon, il était triste. Tu ne vas pas le rendre plus triste que ce qu'il était. Alors, le Kohen, il a le droit de venir pour un Metzora Mousgar. Donc, je répète. Si c'est un homme qui était tahor, il a une tache de lèpre, il ne faut surtout pas le montrer à un Kohen. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ce principe. Pourquoi? Parce que si le Kohen vient et qui dit qu'il est tamé, c'est-à-dire il faut l'enfermer, eh bien à ce moment-là, tu as rendu un homme joyeux triste. S'il était déjà triste parce qu'il était déjà enfermé, que le Kohen vienne, il n'ajoutera pas plus de tristesse. Alors s'il est Mousgar, Esger Rishon, ce n'est pas grave que le Kohen vienne l'examiner. Par contre, qui peligé, Esger Sheni, la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, elle est Esger Sheni. Quel est le din? Quel est le din? Est-ce qu'on appelle le Kohen ou on ne le montre pas au Kohen? Be'ezger Sheni. Regardez Rashi, le premier Rashi de la page. De im et amele mahlitle betum'a hamura ou metza'erle. Be'ezger Sheni, s'il le rend tamé, il va le rendre muhlat, il va l'attrister. Mor savar be Kohen talia milta, itahor, amar le tahor, vitame shatik. Ou mort savar les taharo les tamé octive. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit, de toutes les façons, ça dépend du Kohen. La Torah a conféré au Kohen le pouvoir de statuer. Et de ce fait, si on dit qu'il est, s'il va dire qu'il est tahor, c'est très bien, il a réjoui. S'il va voir qu'il est tamé parce qu'il y a eu extension et tout, il va se taire. Il va se taire le Kohen, il a le droit de se taire. Il peut s'abstenir
Tandis que Rabbi aussi dit non, il ne peut pas s'abstenir, il n'a pas le droit de s'abstenir. C'est écrit les taharo ou les taméo. Le Kohen, il a le devoir soit de purifier, soit de rendre impur. Mais il ne peut pas dire je vois, je sais qu'il est impur, je me tais. Il ne peut pas se taire. C'est la raison pour laquelle elle dit Rabbi aussi, il ne faut surtout pas lui montrer pendant Chol HaMoed. Il dit que le Kohen, il a le droit d'être métamé, mais il n'est pas obligé d'être métamé. D'accord, mais d'après ce qu'on vient de dire, on vient de faire appel aussi, ça explique qu'il n'a pas le droit de se taire. Comment Rabbi Meir se sort de ça? Il dit que c'est facultatif, c'est pas impératif. Le pasouk, on peut l'expliquer, on peut le comprendre de deux façons. Soit en impératif, soit en facultatif. Amar mort. Pardon? Sur la deuxième vérification, alors comment il fera? Alors il viendra ou pas? Parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, s'il n'est pas déclaré ou déclaré... Vous parlez de Esger Sheni? Oui. Esger Sheni, c'est la marloquette. Rabbi Meir dit, il faut qu'il vienne. Parce qu'au contraire, à ce moment-là, il peut le purifier et il n'est pas obligé de le condamner encore. Pourquoi? Parce qu'il peut se taire. Dans Esger Sheni, il n'est pas obligé de dire Ata Muhlat. Il n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que la Torah dit, tu as le pouvoir, monsieur Cohen, d'être mahlit auto, mais tu peux ne pas utiliser ton pouvoir. C'est un pouvoir que la Torah a donné. C'est pas une obligation. C'est pas comme le premier. C'est pas comme la première vérification. Si, même la première. Non, on a dit que la première vérification, quand il vient, il est obligé de déclarer ou oui ou non, ou tamé ou taor. Vous parlez du tout premier? Du tout premier. Oui. Et par contre, la deuxième, non, il peut se taire. Non. Il vient, mais Les taharo, les taméo. Et mor savar, bekohen talia milta. Itahor amar les tahor, veitame shatik. Ou mor savar les taharo, les taméo. Donc il est obligé de parler. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui montrer pendant Chol HaMoed, parce qu'il va trouver que le néga il est tamé, et il sera obligé de le condamner au confinement. Et comme ça, il va l'attrister. Amar mor, amar Rabbi, nir'in divrei Rabbi aussi bemuhlat. Divrei Rabbi Meir bemuzgar. Rabbi a dit, je donne raison à Rabbi Meir lorsqu'il s'agit d'un musgar. Et je donne raison à Rabbi aussi quand il est muhlat. Ve'atania ifra. Et pourtant, nous avons une braïta qui dit juste le contraire. C'est que Rabbi a donné raison à Rabbi Meir dans muhlat. Et il a donné raison à Rabbi aussi dans musgar. La Gemara répond Tanaehi aliba de Rabbi. En fait, Rabbeinu Akadosh, il avait deux élèves. L'un a entendu blanc et l'autre a entendu noir. Ça veut dire que peut-être que lui-même il s'est ravisé, mais en tout cas deux élèves. L'un dit que il a donné raison à Rabbi aussi dans Muhlat et à Rabbi Meir dans Musgar, et l'autre dit le contraire. Quelle est l'idée de cette mahloket? Mor savar tzavtade alma adifle ou mor savar tzavtade ishto adifale. Il y en a un qui dit ce que le Metzora aime, ce qu'un homme apprécie, c'est la société. Et l'autre dit ce que l'homme apprécie, c'est son couple, sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un homme, quand il est confiné à la maison, il ne peut pas sortir à l'extérieur, mais il est avec sa femme, est-ce qu'il préfère être avec sa femme et se trouver déconnecté de la société, ou bien est-ce qu'il préfère la société à sa femme? C'est-à-dire que on peut avoir des gens comme ça ou des gens comme ci. La question est de savoir qu'est-ce qui est la tendance humaine majoritaire. Est-ce que la majorité c'est comme ça ou la majorité c'est comme ça? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La société ou sa femme? En fait, on a une halakha qui est comme ça. Un Metzora doit être pendant la période où il est musgar, ou bien même quand il est muhlat, il a le droit de se retrouver avec son épouse, mais il n'a pas le droit de se retrouver avec les gens. Ça veut dire qu'il doit sortir des 3 mahanot. Il est éjecté du mahane Shechina, mahane Levia, mahane Israël. Donc il n'a pas de société, mais il a quand même sa femme avec lui. Ils peuvent planter une tente
à l'extérieur de la ville et ils peuvent vivre ensemble. Ils ont le droit d'avoir des relations conjugales. Il n'y a pas d'interdiction. Tandis que pendant les 7 jours de Sphira, lorsqu'il a complètement guéri, après, le Kohen va dire c'est bon, ça a guéri, tu peux commencer à compter les 7 jours. Les 7 jours de pureté, de propreté, de purification. Mais pendant ces 7 jours du compte, de ce qu'on appelle Yémé Séphiro, Séphira, c'est compter, eh bien, pendant cette période-là, il a l'interdiction d'avoir des relations conjugales. Alors maintenant, la question est de savoir, un homme qui était muhlat, et il était donc permis à son épouse, mais il était déconnecté de la société. Est-ce que, pendant cette période-là où il est muhlat, quand le Kohen va venir et va lui dire c'est bon, tu as guéri, tu peux maintenant commencer à compter la sphira. Là, désormais, il a le droit de se retrouver avec le public. Le problème, c'est qu'il ne pourra plus être avec son épouse. Qu'est-ce qu'un homme préfère? Il préfère être avec son épouse ou il préfère être avec la société? Et c'est ça la mahloket. À savoir, quand Rabbi a dit est-ce que je donne raison à Rabbi Meir ou je donne raison à Rabbi Yossi, ces deux élèves de Rabbi, c'est quoi leur mahloket? Leur mahloket, c'est comment considérer qu'est-ce qui est Mesameach l'homme, qu'est-ce qui va réjouir l'homme pendant la Moed. Est-ce que c'est lui permettre de retrouver son épouse ou lui permettre d'aller avec les gens? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la société. C'est un besoin d'avoir ses marques dans la société. Si tu l'as coupé du monde, surtout s'il n'a pas de portable ni de WhatsApp, il se retrouve chez lui à longueur de temps sans téléphone, sans ordinateur, eh bien à ce moment-là, il est coupé du monde vraiment. Est-ce qu'il est bien? Il préfère se retrouver tout seul avec sa femme, ou bien il préfère la connexion avec le public. C'est ça la mahloket. Mor savar tzavta de ishto adifale, ou mor savar tzavta de alma adifle. Il y en a un qui pense comme ça, il y en a un qui pense comme ça. C'est vrai. C'est la raison pourquoi le Kohen peut venir le contrôler. Voilà. La Gemara dit Lemimra de muhlat mutar betashmish amita. Quand tu dis cela, ça veut dire que tu es convaincu que pendant la période où il était muhlat, où il était condamné en tant que lépreux, bien qu'il ne pouvait pas être à l'extérieur, il pouvait être avec sa femme, et sa femme lui était permise. La Gemara dit oui, c'est vrai. Vehatania, la preuve, voici la braïta suivante. Vehachav michutz le'aholo shiv'at yamim, sheyehe asur betashmish amita. Il est dit à propos des 7 jours du compte de la Tahara du Metzora après sa guérison, ce qu'on appelle Yemé Séphiro, il est écrit qu'il doit rester pendant 7 jours en dehors de sa tente. Ve'acham michutz le'aholo shiv'at yamim. Qu'est-ce que ça veut dire la tente? Sheyehe asur betashmish amita. Ve'en aholo ela ishto. Shenemar lech emor lahem shuvu lachem le'aholechem. D'où on apprend que la femme, elle est appelée tante, Ohel dans la Torah. Eh bien, puisque nous voyons que pendant le matin de Torah, pendant les 2 jours, les 3 jours avant matin de Torah, pendant les 3 jours avant matin de Torah, ils ont été frappés d'interdiction d'aller avec leur épouse. Pourquoi? Parce que si ils avaient une relation, alors la femme, elle serait polétée de Shervat Zera le jour du matin de Torah. Elle deviendrait Tméa. Donc nous voyons que après le matin de Torah, que il a dit, vous avez le droit de vous retrouver votre épouse. Comment il leur a dit? Shuvu lachem le'aholechem. Retournez à votre tante. Ce qui veut dire que la femme s'appelle tante. Tante, ça fait allusion à la femme. Donc là aussi, quand il est écrit qu'il va devoir s'asseoir en dehors de sa tente, le Metzora, le lépreux, il doit être en dehors de sa tente, ça veut dire quoi? Séparé de son épouse, il n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. Rabbi Yehuda Omer, Shivat Yamim Isperulo. Yeme Sefiro, Velo Yeme Hiluto. Rabbi Yehuda, d'où il apprend cela? Il dit, je l'apprends du pasouk, Shivat Yamim Isperulo. Pendant 7 jours, on va devoir lui compter. Yeme Sefiro, Velo Yeme Hiluto. C'est uniquement pendant la période de la Sphira qui n'a pas le droit, et pas pendant
la période du Hilut, où il était condamné. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Shivat Yeme Sefiro, Kalva Homer Lime Hiluto. Rabbi Yossi bar Yehuda, il n'est pas d'accord avec son père. Il contredit son père. Il dit, si déjà pendant les 7 jours de compte, où le Metzora il a déjà guéri physiquement, il n'a plus de tache de lèpre, il n'a pas le droit d'être avec sa femme, à plus forte raison, pendant qu'il a encore la tache de lèpre, où il est muhlat, c'est sûr qu'il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Ve'amar Rabbi Chia, dan tilifne Rabbi. D'ailleurs, Rabbi Chia a dit, moi un jour, j'étais devant Rabbeinu Akadosh, et je lui ai dit, limadtanu Rabbeinu, yotam lo hayalo le Uziyahu, ela bimehiluto, amarlo, af ani kachamarti. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il y avait un roi, il s'appelait Uziyahu. Son fils s'appelait Yotam ben Uziyahu. Uziyahu est devenu lépreux. Le roi Uziyahu est devenu lépreux. Et pourquoi il est devenu lépreux? Parce qu'il avait voulu devenir Kohen Gadol. Alors qu'il était roi, descendant de David Améler. Il n'a pas le droit d'être Kohen Gadol. Il a voulu être Kohen Gadol, eh bien, on le sait que celui qui essaye de toucher à la Kehuna devient Metzora. Du coup, il est devenu Metzora. Pendant 18 ans, il était lépreux. Et pourtant, il a eu un fils. Pendant qu'il était lépreux, il a eu un fils qui va s'appeler Yotam ben Uziyahu. Yotam, il était un super tzaddik. Rabbi Shimon bar Yochai avait dit de Yotam ben Uziyahu qu'il a dit comme ça. Rabbi Shimon bar Yochai a dit, moi je suis capable de dispenser tout le monde du jugement céleste depuis que je suis né jusqu'à présent. Et si mon fils Elazar se joint à moi, on peut exonérer le monde du jugement divin depuis la création du monde jusqu'à présent. Et si Yotam ben Uziyahu se joint à nous deux, à trois, on peut exempter le monde de tout jugement depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Eh bien, en effet, ce que nous voyons ici, c'est que il y a une preuve qu'en effet, un homme a le droit d'aller avec son épouse pendant qu'il est Metzora Muhlat, puisque Uziyahu, il a eu son fils Yotam pendant cette période Yemeh Hiluto. Donc c'est une preuve pour ce qu'on vient de voir qu'en effet c'est moutar. Rabbi Chia lui a dit à Rabbi, c'est vrai que tu as dit ça? Il lui a dit oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Mais Maïka Mefalge, quelle est la marloquette entre le père et le fils? Qu'est-ce que dit le père? Il dit, le Metzora Muhlat peut avoir une relation avec son épouse. Que dit le fils? Il n'a pas le droit. Car si déjà, pendant la période où il a guéri, que c'est Yemeh Sifiro, il n'a pas le droit, à plus forte raison, quand il est Muhlat. Rabbi Yossi bar Yehuda Savar Galera Hamana Bime Sfiro, Bechol Sheken Bime Hiluto, c'est le Kalva Homer. La Torah a dit que pendant la Sphira, il n'a pas le droit d'être avec son épouse. Kalva Homer, quand il est Muhlat, ou mort Savar, Maïde Galé, Galé, Maïde lo Galé, lo Galé. Tandis que l'autre, c'est-à-dire le père, Rabbi Yehuda, dit pendant le Hilut, c'est moutar. Pourquoi? Car la Torah, elle a été mégala. Elle t'a dévoilé cette halakha qu'à propos de la Sphira. Alors, ce qu'elle t'a dévoilé, elle t'a dévoilé. Ce qu'elle t'a pas dévoilé, elle t'a pas dévoilé. Maïde galé, galé, maïde lo galé, lo galé. N'invente pas. Tosfot pose une question très forte. Maïde lo galé, lo galé. Yesh makshin, lama en rabbi doresh kalva homer, ha adam dan kalva homer. Mais atzmo, qu'est-ce que ça veut dire? Le Tosfot pose une question en disant, mais quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui n'est pas Doresh Kalva Homer? Kalva Homer, c'est un raisonnement d'a fortiori. Et ce qu'a dit son fils, c'est un raisonnement absolument logique. Si déjà un Metzora qui a guéri de sa lèpre, il a le droit d'aller avec sa femme pendant les 7 jours du compte, des 7 jours, à plus forte raison quand il est encore frappé de taches de lèpre. C'est un raisonnement tellement logique, on n'arrive pas à comprendre le père. Pourquoi le père s'oppose à son fils? Pourtant, le Kalva Homer, ce n'est pas quelque chose qu'on doit recevoir de Moshe Rabbeinu. Kalva Homer, c'est quelque chose
qui est un raisonnement que n'importe qui peut faire. Alors, Tosfot donne 3 réponses. Premièrement, que peut-être que Rabbi Yehuda, il avait une pircha pour casser le Kalvachomer. Deuxièmement, Rabbi Yehuda savar chez Isur Tashmish Amita au Chidush. Ben la Chabo et la Chidush, Amforaj Bapasuk. D'interdire des relations intimes avec son épouse, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. À part le Metzora, personne n'a cette interdiction. N'importe quelle personne impure peut aller avec son épouse. Le seul qui ne peut pas aller avec son épouse, c'est le Metzora. Étant donné que c'est un chidouche, on ne peut pas faire un kalvachomer au niveau de quelque chose qui est chidouchique. Tu ne peux pas dire, si déjà bimé sphira, c'est assour kalvachomer bimé chilut, car on ne fait pas de kalvachomer par rapport à un phénomène qui est déjà atypique. Troisième réponse. C'est ça la pircha qui... Ouais. Non. Ça veut dire oui. Ça veut dire que Ça, c'est quelque chose de particulier. c'est quelque chose de particulier. Et également, il dit que d'après Rabbi Yehuda, il y a un mirout, comme ça dit Tosfot. Regardez, Tosfot dit Ve'inami shiv'a yamim mashma mirout le'apukei mechiluto. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah écrit shiv'a yamim. Quand on dit shiv'a yamim, c'est la Torah t'a donné un temps précis pour lui interdire la relation intime avec son épouse. Shiv'a yamim. Si la Torah t'a donné un compte, un nombre de jours, c'est pour dire 7 jours et pas plus. Voilà donc pour ce qui est de cette mahloket.